Voilà, l'enregistrement a démarré. Bienvenue à tous, bonjour à tous, bienvenue sur ce premier meet-up entre guillemets de Lille de la saison numéro 7 du Club Power BI. Vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui. Gros sujet, on a aussi un invité aujourd'hui, Bilal, qui doit être dans les parages. Je n'ai pas vu sa caméra à Bilal, mais si Bilal peut activer sa caméra, ça serait chouette. Donc un invité de marque qui va nous parler un petit peu de la formation en autodidacte. Bilal, si tu nous entends, est-ce que c'est une vraie, fausse, bonne idée? Eh bien, il va nous Oui, démontrer peut-être l'inverse. Bilal ne voit pas ta caméra, sauf erreur de ma je part. suis là, je suis là, je suis Voilà, là. voilà la caméra. Super, Bilal, génial. Et puis, un autre sujet que j'aurais vraiment le plaisir de vous amener aujourd'hui, qui va être, mais pourquoi mon fichier PBIX est loup? D'ailleurs, si vous avez regardé l'émission de mardi, est-ce qu'on dit PBIX, est-ce qu'on dit PBIX, est-ce qu'on dit un PBX? C'est à vous de choisir, d'ailleurs. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, merci de nous avoir rejoints, c'est super top. Je vais donc repartager mon écran. Bilal, tu avais partagé ton écran, mais pas la caméra, mais c'est pas en soi très grave. Je vais donc vous repartager mon écran pour faire une petite introduction que vous connaissez tous, donc je vais la faire rapide, mais c'est quand même très important parce qu'il y a un petit peu d'actualité aujourd'hui sur le club. Traditionnellement, on aime bien aussi vous donner les meet-ups qui sont à venir. Il y en a 3 là dans les quelques 15 jours qui arrivent. Le prochain, c'est très vite, c'est à Strasbourg. Ils vont nous parler d'Halloween. A priori, ils vont nous parler d'Halloween, mais comment on va ressusciter les morts. Ou tout simplement l'histoire de Power BI qui sera animée par l'équipe effectivement de Strasbourg. Et puis on va enchaîner très rapidement sur Nantes avec un retour d'expérience de comment on va piloter un groupe de PME avec Power BI, qui à mon avis est un sujet très intéressant, beaucoup d'actualité là-dedans aussi. Et quelques jours après, au nombre de 5, on va retrouver nos amis de Paris qui vont nous donner des cas de figure où les données peuvent vous tromper. Et bien évidemment, comment on peut se faire duper dans Power BI. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu d'actu sur les meet-up. Et j'en profite aussi, bien évidemment, pour donner un autre point d'actu. Peut-être l'avez-vous vu d'ailleurs dans le chat, je veux bien que vous me le donniez. Est-ce que vous avez vu passer que le club Power BI organise sa tournée nationale? C'est la première année qu'on fait ça, avec une équipe restreinte. On va aller chez vous, on va aller dans votre salon presque. On va aller à Marseille le 22 novembre, on va aller à Lyon le 23 novembre et on ira dans ma super belle région des Hauts-de-France qui est la ville de Lille, où on ira faire ça le 24 novembre, une tournée où on enchaîne 3 jours, où Marie, Thomas, Gaël, Joël et d'autres membres du club vont nous rejoindre aussi. On va venir dans votre ville, dans un format très particulier, uniquement en présentiel. Les inscriptions sont ouvertes sur Meetup. Suivez-nous sur LinkedIn, vous aurez plein d'informations. Voilà, les compteurs sont ouverts. Sachez que le nombre de places est extrêmement limité parce que nous sommes dans des lieux un peu moins grands que vous connaissez habituellement potentiellement et que donc on va restreindre le nombre de places et on vous demandera bien évidemment de vous inscrire. C'est tout à fait gratuit comme d'habitude, mais si vous vous inscrivez, de globalement jouer le jeu de venir pour pas bloquer d'autres personnes qui potentiellement pourraient s'inscrire. J'ai des petits commentaires, effectivement. Est-ce qu'il y aura une caravane publicitaire? Eh ben, on y a pensé. Il y aura peut-être des petites surprises là-dessus, on verra bien effectivement. Si vous me le permettez, je vais donc maintenant reprendre un petit peu la main. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, si vous êtes OK. Je vois qu'il y a des compères du club qui sont branchés sur le club Power BI, enfin, pardon, sur le club Power BI, bien évidemment, sur le Teams. Et dans le chat, peut-être que certains pourront y répondre, on verra bien. Le sujet qu'on va commencer, Bilal, si tu me le permets, eh ben on va commencer par le sujet qui était en première position, qui était de savoir comment je peux perdre des kilos. Octet, je précise, bien évidemment. Comment je peux perdre des kilos dans un fichier Power BI? Eh bien, en fait, il y a pas mal de choses qu'on va essayer de découvrir ensemble. Et puis, on va essayer de trouver des astuces, on va essayer de trouver des choses comme ça qui vont nous permettre de voir comment on peut alléger tout ça. Déjà, première chose, mais pourquoi alléger un fichier Power BI? Je vais répondre de plusieurs façons différentes. La première, peut-être, c'est d'un point de vue tout simplement écologique. Vous savez que quand on stocke un fichier, ça prend de l'espace disque, on met ça sur le cloud, on met ça sur un serveur, premier point. Deuxième point, parce que c'est toujours bien d'avoir de la performance derrière. Troisième point aussi, très simplement, parce que en fonction de vos licences, on a aussi des tailles maximum de jeux de données, des tailles de maximum de rapports. Et puis, on va à un gros sujet de performance, bien évidemment. Donc, tout ça, ce sont des bonnes raisons pour avoir des fichiers extrêmement taillés, au cordeau, optimisés. Je vais enfoncer une porte ouverte si vous en êtes d'accord tout de suite. Ben, je vais vous présenter un petit rapport Power BI ici sous les yeux, très simple. Commençons par importer une petite donnée. Eh bien,
je vais enfoncer une porte ouverte, mais encore une fois, vous savez comment je fonctionne, hein, pour ceux qui nous suivent maintenant, en tout cas ceux qui me suivent actuellement sur l'île. J'aime bien cette interaction avec le chat, et vu que Bilal est là aussi, il va pouvoir aussi me faire signe s'il y a des questions que je ne vois pas forcément. Eh bien, on va faire une petite porte ouverte, on va enfoncer une petite porte ouverte. Je vais importer ici, tout simplement, une première table d'un serveur SQL pour le coup, mais je vais commencer par importer en direct query. Je voudrais peut-être casser un mythe ou je ne sais pas. Quand on se connecte à une source de données en direct query, et vous le savez certainement, hein, on ne stocke pas la donnée dans le rapport Power BI. Direct query, on va faire travailler le back-end, on va faire travailler l'autre côté du serveur. Donc, qu'on ait plein de tables, entre guillemets, en direct query, ne va pas impacter la taille du fichier, mais potentiellement la performance. Et volontairement, aujourd'hui, je ne veux pas m'arrêter sur le direct query et sa performance. Ok, je vais commencer par un petit truc très simple. J'importe une table ici, tout va bien. Je vais donc commencer à enregistrer mon rapport. On va commencer de 0, ok? Eh bien ici, mon fichier est tout petit, 30 kg, 30 kilooctets, c'est-à-dire absolument insignifiant. Bon. Et puis, je vais faire un premier test. Premier test, eh bien, cette table, je vais la passer de direct query à import. Ok? On va regarder un peu ce qui se passe. Alors, vous le savez, tout va bien. On va donc importer la donnée, entre guillemets, bien évidemment, dans le modèle, mais surtout aussi, on va aussi la monter dans la RAM, entre guillemets, en mémoire, dans le rapport Power BI. Impact immédiat, je pense que ça, vous le savez tous et toutes. Je passe directement à 5 mégas. J'ai importé que 120 000 lignes. Je passe directement de 0 à 5 mégas. Bon, ok, très bien, pourquoi pas. Et puis, je vais grossir le sujet, bien évidemment. Je vous ai préparé un petit fichier Excel sympathique dans lequel il y a quand même pas mal de data. Et ben, on va importer ce classeur Excel. Ce classeur Excel, il fait à l'origine, hein, vous le voyez très certainement sur mon écran ici, il fait 27 MB. Bon, j'ai mis 500 000 lignes sur quelques colonnes. 27 mégas dans Excel. Allons-y. J'importe ce fameux classeur. J'importe ce fameux classeur. Alors, évidemment, des petits temps de rafraîchissement, parce que 27 mégas dans un classeur, c'est pas dingue, mais quand même. Et je vais donc tout de suite l'importer en passant par notre outil favori, l'éditeur Power Query. Très bien, j'ai donc ici des colonnes, je vous le présente très rapidement, des colonnes de data avec des nombres entiers, des colonnes où il y a une seule donnée, la même, et puis des textes avec de l'alpha numérique, et des choses comme ça qui sont triées, parfois qui ne vont pas être triées. Bon, très bien. Et ce que je vais faire, je vais donc aller appliquer cette donnée-là. Bon. Ce que j'aurais aussi qu'on regarde un point, c'est que j'entends beaucoup de choses là par rapport à ça. Il y a des mythes là-dessus qui tournent. Donc, je vais le laisser aller jusqu'à 27 mégas. Et on va regarder un petit peu l'impact. Il y a 2 secondes, on était à 5 mégas. Ok, je vais enregistrer un peu ce fichier Excel. Forcément, ici, le résultat va être assez rapide. On va passer de 5 à 13. Oh, tiens, 27 dans Excel. Pourquoi j'ai plus que 13 dans Power BI? C'est simple. Je vous rappelle que derrière, il y a 2 choses. Il y a un moteur Vertipack qui, lui, va faire un travail de compression, mais j'aime pas très le terme, mais de compression, d'une part. Et d'autre part, le fichier même, le PBIX, lui-même va aussi encore ajouter un autre système de compression dans son archive. Parce que derrière un fichier PBIX, vous le savez nécessairement tous, il y a bien évidemment un fichier zip, une archive d'ailleurs qui se passe. Donc il y a 2 niveaux de compression. Je ne vais pas m'arrêter sur le fichier zip pour l'instant. Et on se dit, bah ouais, mais pourquoi mon fichier il est lourd? Pourquoi mon fichier il commence à prendre de la taille? Eh bien, voilà, vous connaissez forcément les 2 grands, 3, 4 grands outils qui permettent d'administrer Power BI. La première chose, on va jeter un petit coup d'œil. Mais avant d'aller jeter un petit coup d'œil, eh bien, on va faire, alors je vais ouvrir un DAX Studio que vous connaissez tous parfaitement par cœur, bien évidemment, qui va me lister mes 2 tables. La première chose que je voudrais vous raconter, c'est de me dire, j'entends des choses en formation et même des fois, j'ai des clients qui ont été accompagnés, ils me disent, ouais, mais on m'a toujours dit que, alors déjà quand on m'a dit, on m'a toujours dit que, bon, on m'a toujours dit que dans un rapport, peu importe ce que je fais dans Power Query, ça va se stocker dans le fichier. Non, non, non. Je vous donne un exemple. Vous savez, ma petite table que j'ai importée tout à l'heure, si je fais le choix ici de ne pas l'activer au chargement, je vous rappelle ce que c'est que Power Query. Power Query est un ETL, Extract, Transform, Load. Le fait de ne pas dire à Power BI, L, Load, je viens le charger dans le modèle de Power BI, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Hein, il y a encore quelques instants ici, rappelez-vous, mon fichier faisait 13 mégas. Okay, si maintenant j'applique et je viens plus charger cette table, première étape, truc bête, on va regarder un peu ce qui se passe. Extrêmement rapidement, vous avez compris un petit peu la devinette, je viens de perdre encore mes mégas.
C'est pas parce que je fais un traitement dans Power Query qu'il est nécessairement stocké dans le fichier PBX. C'est vraiment deux choses. Il ne faut pas confondre que quand on fait un traitement dans Power Query, oui, à l'ouverture, en fonction des paramètres, il va le faire, ce traitement de nettoyage, etc., mais il ne va pas le stocker dans le fichier Power BI. C'est deux choses totalement différentes. Un, sujet évacué. Encore une fois, dans le chat, je regarde dans le chat, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à me faire signe si je raconte des bêtises ou il y a des questions aussi, peut-être. Des bêtises, j'espère pas en raconter, mais des questions, j'espère que vous en poserez. Et donc, je reviens sur mon fichier, je reviens dans mon DAX Studio. Instantanément, ici, DAX Studio, plein de fonctionnalités dans cet outil, notamment ce qu'on appelle le DMV. Le DMV va vous permettre d'aller comprendre le Discovery Model, d'aller comprendre un petit peu ce qui se passe dans le modèle ici, dans le DMV. Eh bien, très simplement, voilà ce qu'on va faire. Alors, vous me connaissez peut-être, j'adore le DAX, j'adore le SQL, etc. Et ici, on va avoir dans les Discovery des choses assez intéressantes, d'accord? On va avoir le Storage Table Columns, par exemple, qui va vous permettre de générer un petit code SQL qui va vous comprendre un peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, si on n'est pas tout à fait, je dirais, aguerri à la lecture de ce truc-là, on peut rapidement être perdu, peut-être. Alors, il y a autre chose ici qui vont être intéressantes ici, c'est d'aller regarder tout simplement dans les outils avancés, ici, la view metrics, qui est peut-être, je dirais, une traduction un peu plus ergonomique et un peu plus compréhensible. Quoique, parce qu'ici, on va regarder un peu ce qui se passe dans cette chose. Il me dit, bah, écoute, Guillaume, ton fichier fait 500 000 lignes. Je vous rappelle ce que c'est que la cardinalité. La cardinalité, c'est très, très, très simple. C'est tout simplement le nombre de lignes qu'on a à l'intérieur de ça. Et aussi la cardinalité, alors c'est pas tout à fait comme ça qu'on va le lire, mais la cardinalité, c'est aussi le nombre d'unicités qu'on va avoir. Parce que, par exemple, j'ai des lignes, même si mon fichier c'est 500 000 lignes, ma cardinalité est de 5 ou de 4 ou de 700. Pourquoi? C'est le nombre de fois où la donnée apparaît au moins une fois. D'accord? C'est mon fameux distinct. Ça, c'est la cardinalité. Ça pèse, une cardinalité. Et puis après, on va avoir plusieurs choses. On va avoir une donnée totale, mais on va avoir le poids de la data pure, le poids du dictionnaire et le poids des hiérarchies. Wow, qu'est-ce que c'est? Et on va arriver sur de l'encoding. Qu'est-ce que c'est que ce chinois? Je ne comprends rien. On va essayer d'expliciter un petit peu tout ça. Eh bien, très simplement, on va regarder que dans ma table, ici, qui s'appelle BDD, j'ai différentes colonnes qui ont différents types de données et différents types d'encoding. OK. On va regarder un petit peu de quoi on parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Power BI travaille de trois façons potentielles. Il a trois modes d'encodage dans le moteur Vertipack. Il va encoder la donnée. En fait, il ne va pas stocker la donnée. Si ça s'appelle par exemple le croissant ou le pain au chocolat, il ne va pas stocker croissant et pain au chocolat dans votre table. Il va le codifier, il va l'encoder. Comment ça fonctionne globalement? J'essaie de vous faire un truc un peu simple. C'était pas évident de vous traduire ça, mais il y a une petite formule mathématique ici qui permet de comprendre l'encodage de Power BI, mais au final, c'est absolument très simple à comprendre. Vous savez qu'en informatique, on parle de bits et de bytes, ce qui n'est pas la même chose. OK ? Il y a des bits, il y a des bytes. Comment ça fonctionne? Ben, c'est très simple. Dans un nombre numérique, donc la première façon d'encoder dans Power BI, c'est ce qu'on appelle la value encoding. Il va travailler uniquement sur des valeurs numériques entières. OK? Concrètement, comment ça marche? Alors, c'est ce qui est le plus optimum en termes de compression dans Power BI, bien évidemment, en tout cas dans le moteur Vertipack, parce qu'il se base sur des chiffres et c'est extrêmement rapide à encoder, c'est le plus économe. Comment ça fonctionne? Ben, en fait, il va travailler par des multiples à chaque fois son multiple exponentiel de 4, 8, 12, 16, 32, 64. Vous connaissez cette logique. Et entre ces bornes, eh bien, un chiffre qui, par exemple, je dis n'importe quoi, si ici je dis le nombre entier, par exemple, qui vaut 15, eh bien 15 va me consommer 4 bits. Pourquoi? Parce qu'il est entre 8 et 16. Et donc, si lui, il est entre 8 et 16, il va forcément prendre la valeur la plus élevée pour pouvoir stocker cette valeur. Un chiffre, en tout cas, un palier de chiffres correspond à un nombre de bits consommés. Bah, c'est cool, mais c'est quoi un bit? En fait, un bit, c'est une valeur, ça c'est ma formule mathématique, vous en foutez. Le bit, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à pouvoir transformer ça, entre guillemets, le convertir en octet. En octet, c'est quoi? C'est très simple. Très simple. Dans un octet, et vous l'avez ici, en fait, ici, on a 8 bits. Un octet est égal à un byte, d'accord? On a 8 bits. Et des bits, ou les octets, c'est en fait très simplement soit des kilos ou soit des mégaoctets. Vous connaissez le méga, vous connaissez le kilo-octet. OK? Pour faire simple, dans un octet, on a 1 million, enfin un mégaoctet, c'est 1 million de bits.
ou d'octets. Jusque-là, vous me suivez. OK? Donc, on se dit, bah, c'est intéressant. Et comment marche ce truc? Bah, en fait, Power BI, il ne va pas stocker la valeur. Il va dire, bah, c'est pas compliqué. J'ai pris un exemple de ma table qu'on avait tout à l'heure. Et ben, il me dit, bah, dans ma colonne, que vous retrouvez hein, en fait ici dans la colonne qui est ici, des chiffres un petit peu au hasard, et ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder ça, il va chercher dans cette colonne la valeur la plus faible. C'est intéressant. Chercher la valeur la plus faible. Et de ce prédicat de valeur la plus faible, en fait, il va pour chacune des lignes regarder la différence par rapport à la valeur la plus faible. C'est hyper intéressant. Parce que si on a, par exemple, une table qui oscille entre 1 et 1000, par exemple, la valeur la plus faible étant 1, d'accord? Pour chacune des valeurs, il va soustraire à la ligne qui est en train de regarder le chiffre de la valeur la plus faible. Et donc, potentiellement, réduire ici le périmètre dans lequel va se trouver la donnée, et donc réduire le nombre de bits, et donc le nombre de bytes, et donc le nombre de kilo-octets. OK? Première valeur. Ça, c'est ce qu'on appelle la value encoding. Deuxième façon d'encoder, c'est ce qu'on appelle le hash. C'est à la hache. C'est un peu ça l'idée. C'est quoi le hash? C'est très connu. C'est ce qu'on appelle aussi le codage de dictionnaire quand on fait un peu d'IT. Eh bien, au lieu de stocker, par exemple, le nom du commercial, Jean, Pierre, René, etc., en toutes lettres, vous savez que stocker du texte, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus chronophage, beaucoup plus lourd. OK? Eh bien, ici, on va, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais entre guillemets, on va venir ici indexer ça. Ça veut dire qu'il va créer un dictionnaire. Il va dire, bah tiens, dans ma table ici, je vais zoomer un petit peu, ça sera peut-être plus confortable. Dans ma table, je vais prendre toutes les valeurs qui existent. Ici, j'ai mis AZERTY de 1 à 10. Il va me faire un dictionnaire de tout ce qui existe en distinct. Et puis, il va considérer que, par ordre alphabétique, AZERTY, ça vaudra 1, le 2, il vaudra, etc., etc. Un mot, un nombre numérique en entier. Nombre numérique en entier, on peut repartir de l'autre côté. Et donc, dans la table, en gros, ce qu'il va faire dans la table, il s'est créé un dictionnaire. Et pour chacune des lignes, en fait, lui, il va venir dire que je vais remplacer le texte par ce que je viens de trouver comme index. Beaucoup plus économe que d'aller chercher une zone de texte. Alors, on va le chercher en chiffres. La troisième, c'est ce qu'on appelle le RLE. On appelle ça le Random Encoding. C'est un peu un mix des deux. Je vais venir rapidement là-dessus. En fait, parfois, on a des tables qui sont déjà triées en amont. Et ben, ce que va faire Power BI, alors je vais vous le faire en 2 mots et demi. Hein. Globalement, ce qu'il va faire Power BI, c'est qu'il va prendre les données triées. En gros, hein, je schématise, il va encore une fois venir encoder, indexer chacune des valeurs distinctes. Donc, dans la table, pour chacune des valeurs RL1, par exemple ici, nous allons retrouver pour chacune des lignes le bon index qu'il a créé dans son dictionnaire. On est bien dans le hash encoding. Et à côté, eh bien, vu que les données sont triées, il aura compris l'algorithme que c'est trié. Eh bien, très simplement, il sait que pour la valeur qui vaut 0, RL1, eh bien, il y a 8 lignes, c'est la première ligne, puis il a compté le nombre de lignes, et donc il sait que la valeur numéro 1, il y en a 10. Et bien, très simplement, il sait que c'est de 1 à 8, puis de 9 à 18, puis etc., etc. Donc, en termes d'encodage, c'est extrêmement puissant, mais ça demande un peu plus, par contre, de stratégie et de structuration dans votre table. Le plus utilisé, c'est bien le hash encoding. OK? Je ne sais pas si vous avez tout saisi, mais dites-moi dans le chat. Mais globalement, ça, c'est 3 grands principes. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, je vais retourner bien évidemment dans mon petit DAX Studio et on va retrouver ici quoi, en fait? D'accord? On va retrouver la méthode d'encoding, le hash, le value, etc. Le RLE sera considéré comme du hash, hein, bien évidemment. Et puis, on va retrouver la taille du dictionnaire, la taille des données. Par contre, il y a des micros, et si je vais me permettre ici de désactiver le micro de Frédérico, comme ça sera fait. Une fois qu'on s'est dit ça, mais comment je peux optimiser? Il faut que je comprenne. Première étape. La première étape, eh bien, c'est bien évidemment de retourner dans Power BI et de retourner dans Power Query, parce que c'est au moment du chargement de la donnée que ça va se faire. Eh bien, je reprends un petit coup de DAX Studio, et puis il me dit, bah, attends, en fait, Guillaume, c'est ouf, c'est dingue. Dans ton fichier, 80%, 80% de la base qui est ici, d'accord, je vais essayer de zoomer un petit peu, je ne sais pas si je peux zoomer, voilà, 80% de la base, de la taille de la base, est entre guillemets prise, d'accord, par la colonne qui s'appelle Document.
C'est-à-dire que j'ai 500 000 lignes, j'ai un poids de barré, j'ai un dictionnaire de furieux et j'ai une colonne hiérarchie. On va voir un peu ce que c'est que la hiérarchie d'attributs dans pas très longtemps. OK? Eh bien, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Bon, on va essayer de comprendre ça rapidement. Je retourne dans mon petit Power Query qui est ici et je vais voir un peu ce que c'est que la colonne document. OK? Vous allez comprendre très rapidement, en fait, ici, ce qui va se passer. Donc, ce n'est pas la bonne base de données, c'est celle-ci que je voulais. Document. Dans ma document, je vais donc un petit peu zoomer pour vos petits yeux. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est des factures. La facture 1, 2, 3, 4, 5, absolument complètement unique dans ma table, dans mon exemple. Hein, OK? Et en fait, FA1, FA2, c'est d'alphanumérique. Donc, je ne peux pas encoder en, rappelez-vous ici, je ne peux pas encoder en value parce que je ne peux encoder que quand c'est du numérique. Ouais, mais dans ma base de données, dans mon use case métier, d'accord, je répondrai après la question d'Elisabeth, qui me dit, ben, la question que je la pose, c'est donc on doit structurer les datas dans ces 3 perspectives où c'est transparent vu du Power User. C'est exactement ce que je vais venir comme question. On doit structurer la donnée dans nos tables. On ne peut pas importer ça comme des barbares. Dans ma colonne document, mon FA, tous mes documents sont préfixés par le mot FA. C'est intéressant ce que je viens de dire. Tout est préfixé dans mon cas de figure par le mot FA. Si je réfléchis bien, un petit coup de traitement magique dans Power Query, hein, dans la transformation, vous savez tous faire ça, ça veut dire qu'ici, je vais extraire quoi? Ben, je vais extraire tout ce qui est après le mot FA, parce que le mot FA, je sais que devant tous mes numéros de facture, il y aura le mot FA. J'ai grossi l'exemple, bien évidemment, vous le comprenez. Ici, je vais donc délimiter après mon démiteur qui s'appelle donc FA pour ne garder que les numéros de facture. Jusque-là, vous me suivez toujours. Je vais donc enregistrer, voir un peu ce qui se passe. Je vous rappelle que pour le moment, ma total size est de 27 mégas. 27 349. 27 349, vous le notez quelque part dans votre esprit. Okay. Le temps que notre ami charge les 27 mégas de mes 500 000 lignes, c'est fait. Je vais donc, bien évidemment, enregistrer ce modèle. C'est important. Et on va retourner dans Access Studio. Ici, je vais relancer mon ViewMetrics. D'accord. Et déjà, bon, j'ai gagné 2 mégas. Ne serait-ce que d'enlever des morceaux de bout de texte dans une colonne, préfixés qui a priori ne sont pas forcément utiles tout de suite, je gagne 2 mégas. C'est pas mal 2 mégas déjà, c'est pas mal. OK? C'est absolument pas du tout suffisant pour ce que je veux faire, vous le comprenez bien. Je retourne effectivement dans mon Power Query une dernière fois. Enfin, une autre fois. Et j'ai dit, mais attends, Guillaume, ce qui est très intéressant, c'est que dans la colonne ici, Document, d'accord, je vais vous rezoomer. Ben oui, à l'origine, il m'avait importé une colonne alphanumérique, donc il me l'avait passé en texte. Quand on dit en formation, et Bilal nous portera après son avis sur la formation, mais quand on balance des best practices en formation, c'est pas juste pour faire du fun, etc. C'est hyper important. Et des fois, et je ne veux pas spoiler ce que dira Bilal, mais des fois, quand on s'auto-forme, et là, tu me confirmeras ça, des fois, on fait des petites erreurs. Eh bien, ici, ça peut être une erreur de débutant, par exemple, de se dire, ouais, mais la colonne en texte, elle n'a que des nombres. Regardons l'impact. Ici, si je modifie ma colonne en entier, ouais, mais ça rajoute une étape dans Power Query. Ouais, mais faisons le différentiel, le résultat sur, enfin le ROI entre guillemets, le retour sur investissement, sur une étape supplémentaire et le gain dans ma table. Regardez bien. Je vous rappelle, je ne triche pas. Pour l'instant, je suis à 25 000, on va dire 25 mégas. OK? Je vais donc bien évidemment loader ça dans Power BI. Je suis obligé de le monter. Hein. C'est au moment où on rafraîchit la donnée, où on le livre, que l'encoding s'opère, bien évidemment. Hein, il n'y a pas de stockage depuis Direct Query directement, Power Query, pardon. Si je reviens dans mon DAX Studio, que je rebalance un ViewMetrics, ben, vous l'aurez juste imaginé sous vos yeux ébahis, j'ai dit, oh putain de Dieu, je suis passé il y a 10 minutes à 27 mégas à 3 mégas. 3 mégas. Ça veut dire que je viens de gagner, mais la proportion, elle est dingue. On est quasiment divisé par 10. D'accord? Donc, bien évidemment, vous l'aurez encore imaginé, forcément, vous l'aurez compris. Ici, lui, mon fichier, ici, il vient de passer de 13 à 7 MB. Initialement, j'étais à 24 tout à l'heure. Hein. Je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Je passe de 24 à 7. Wow, c'est pas mal cette histoire. Parce que tu es expert. Et puis, je reviens ici un petit peu dans mon DAX Studio. Je dis, attends, c'est cool. Ici, il m'a bien mis mon encoding en value.
normal parce que j'ai un chiffre, tout va bien. OK? Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il a réussi à faire ce que je lui demandais. Et puis il me dit: «Attends Guillaume, attends Guillaume, attends. Il y a un truc qui me perturbe énormément ici». Je ne sais pas si vous, ça vous perturbe, mais moi, ça me picote l'œil. Ici, il y a une colonne de hiérarchie d'attributs. Qu'est-ce que c'est qu'une colonne de hiérarchie d'attributs? Je ne vais pas faire trop technique, hein. Eh bien, la colonne de hiérarchie d'attributs, ça va permettre, c'est quelque chose en fait, comment je vais vous expliquer ça? C'est presque très technique. En fait, la colonne de hiérarchie d'attributs, c'est le modèle qui va permettre de faire parler le MDX, je ne sais pas si ça vous parle, le MDX avec du DAX. Le MDX, c'est quoi? C'est ce qui va permettre d'utiliser ça dans des modèles un peu excelliens, quand on va faire des tableaux croisés dynamiques. Il utilise le langage MDX. Et cette colonne d'attributs-là va tout simplement permettre, par exemple, d'afficher, par exemple, dans un champ, dans une ligne, en valeur, etc., cette colonne d'attributs. Si on part du principe que, parce qu'on est bon et qu'on l'a appris en formation, par exemple, que on n'utilise jamais, au grand jamais, ou alors dans des cas très exceptionnels, ou en tout cas quand on maîtrise la bête, on n'utilise pas des champs dits de mesure implicite. Première chose, vous savez peut-être pas tout ce que c'est que la mesure implicite. Et deux, on ne va pas utiliser les champs d'une table de fait dans un visuel, plutôt les champs d'une table de dimension. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, ce n'est pas le sujet du contexte. Et donc, cette hiérarchie est purement technique. Elle est à l'horizon de se dire potentiellement, je vais utiliser ce chat dans le cadre du MDX. Notamment, je parle d'outils qui font du MDX, c'est-à-dire, encore une fois, Excel, etc., les tableaux croisés dynamiques. C'est un champ d'une table de fait, en plus d'une mesure implicite. Je ne vais donc pas offrir la possibilité, d'une part, à l'utilisateur de l'utiliser dans Excel, et d'autre part, ça va faire gagner peut-être un petit peu de ressources. Allons voir. Allons voir. Je retourne, bien évidemment, ici dans mon rapport Power BI, ce n'est pas ça que je voulais faire du tout. C'est je vais retourner dans un autre outil, mais je retourne quand même dans mon rapport, bien évidemment. Et je vais ouvrir un autre outil externe que vous connaissez, oh grand mon Dieu, énormément. Tabular Editor, que certains d'entre vous connaissent. Alors, il y a un petit message à l'ouverture parce que j'ai activé une option qui permet d'aller chercher dans le moteur en bas. OK, dans le moteur en bas, j'ai été aller chercher des petites choses qui ne sont pas nécessairement supportées par. Attention, si vous activez l'option, soyez vigilant dans ce que vous faites, maîtrisez bien ce que vous faites. Eh bien, extrêmement simplement ici, je retrouve mes tables, je ne vais pas faire un truc. Et qu'est-ce qu'on regardait à l'instant? On regardait ma colonne document qui pesait 2 MB. OK? Je vais rechercher ma colonne document. En fonction de ce que vous avez activé ou pas ici, je vais donc bien évidemment zoomer. Vous avez pas mal de petites choses. Le data type, est-ce qu'elle est hidden ou pas hidden, etc., etc. Et puis, on va descendre un petit peu et on va avoir des petites choses. Et ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le mode d'encoding. J'y viendrai dans pas longtemps pour voir si on peut forcer quelque chose. Attention, quand on force Power BI, on va se prendre pas trop non plus au sérieux. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais je reviens sur mon Available in MDX. Le Available in MDX, je vous le redis, c'est pour des outils qui vont être amenés à utiliser le MDX, ou alors Excel notamment. Moi, je n'en ai pas besoin. C'est une mesure implicite. Ici, j'ai donc l'opportunité de balancer en false, OK, dans mon Tabular Editor. Je vous rappelle, hein, Tabular Editor, pour envoyer la sauce, il ne faut pas qu'il y ait des petites étoiles là-haut. Hein. Je vais donc l'enregistrer. Mais je vous le rappelle aussi, que pour faire l'encoding dans le moteur Vertipack, il faut, je suis désolé, ici, il va falloir qu'on réactualise la donnée. Je réactualise la donnée, je n'ai pas le choix pour qu'il refasse son encoding, son hash et son value encoding, voire son RLE, en fonction de ce qu'il lui a en tête. J'attends qu'il arrive aux 27 mégas, parfait. Tout va bien jusqu'au moment, j'ai bien récupéré mes numéros de documents, etc., etc. Je retourne en DAX Studio et, attention, en théorie, si je ne raconte pas de bêtises, mon document, il dit « Oh, j'en ai plus ». Ça veut dire que mathématiquement, à chaque fois, dans toutes les colonnes, Power BI, vous savez comment il est? Il est très, très gentil avec vous, il va prendre beaucoup de précautions, il va vous aider au maximum. Il a prévu au cas où potentiellement que,
en fonction du sens du vent et de ce que vous avez mangé le matin, peut-être que vous pourriez l'utiliser dans Excel. Mais nous, on ne veut pas. Qu'est-ce que je viens de faire? Tout à l'heure, j'étais à 28 MB. Hein. Je passais à 1 MB. 1 méga, 28 mégas, 500 000 lignes, une colonne dans un fichier Excel. Faites le ratio. C'est juste complètement dingue. D'accord? Et puis, dites-moi ce que vous en pensez hein, ici, mais je trouve ça quand même assez génial. Hein. Et puis, je continue un petit peu ma démarche et je me dis, attends, mais Guillaume, Dax, Vertipack, il a pris une substance, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu me dis que c'est tort, tu me racontes des conneries depuis tout à l'heure, parce que tu me dis, Guillaume, que une valeur en entier numérique, ben, en théorie, devrait être encodée en value encoding et pas en hash. Je n'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit que la méthode d'encoding dans le moteur Vertipack est globalement plus utilisée en hash qu'en value. Ben, j'ai dit, ben alors, je vais peut-être me prendre un petit peu pour Dieu et je vais dire, allez, je vais essayer de changer ce mode d'encoding. Attention à ce que vous allez faire. D'accord? Attention. Pour changer ce mode d'encoding, je retourne en Tabular Editor. Je reviens et on avait dit que c'était quoi là? On dit la colonne 1, tiens. Eh bien, ma colonne 1, je vais rezoomer comme d'habitude. Je pourrais bien évidemment ici la dégager en MDX parce que c'est une mesure implicite, je ne vais pas la livrer correctement, c'est pas bien de toute façon. Et puis, si je regarde un petit peu en dessous ici, alors, je vais descendre et puis on va avoir ici, quelque part, le mode d'encoding. Le mode d'encoding que je suis en train de chercher ici, qui me dit, bah, par défaut, tu laisses, entre guillemets, c'est presque, je vois que JP est dans les parages, et Arnaud, c'est presque de l'IA là pour le coup, hein, je rigole, non mais c'est l'algorithme, il dit, ah, moi j'ai pensé que ça serait quand même pas mal, donc par défaut tu me laisses faire. Ou alors on est un peu Harry Potter sur les côtés, petit clin d'œil, alors on est un peu Harry Potter, et puis ici on va se dire, ben, ouais, je vais le tenter parce que c'est pas normal, j'ai que du numérique, mon échantillon, ma distribution n'est pas si délirante que ça, a priori, de ce que j'ai compris, de ce que m'a expliqué Guillaume, le value encoding est vraiment meilleur en termes de performance et surtout de stockage. Pas de problème. Je vais value, je change, j'enregistre, je reviens ici. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Je vais refaire un petit tour de moulinette parce qu'on doit réactualiser pour réencoder. Je force l'encoding dans le moteur Vertipack au niveau du cube SSAS. Je renvoie la sauce. On va attendre que les 27 mégas arrivent. Quand j'ai fait la démo, j'avais fait un fichier de 100 mégas. Je dis, wow, ça va être trop loin en démo. Je l'ai un petit peu allégé. Donc ici, je reviens dans mon DAX Studio, j'étais à 691 000, je refais un view métrique, je rebalance, je reprends ma colonne 1. Ma colonne 1, on a encore gagné pas grand-chose, mais on a gagné quand même quasiment 10%. 10% en ayant ici changé quoi au final? En ayant changé le mode ici d'encoding, en ayant dégagé la hiérarchie d'attributs. D'accord? Je ne sais pas comment vous le voyez. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un petit peu vos retours dans le chat, mais ça me semble. Oui, oh, je ne suis pas marseillais, je suis de Lille. Hein, allez le LOSC. Et une fois qu'on a dit ça, on va regarder un petit peu. Donc ça, c'est la data. Je peux vous en faire plein des comme ça, ok? Le mode de tri, etc., etc., etc. Et puis, mais au final, est-ce que, et après je laisserai la parole à Bilal, est-ce que c'est que la data qui prend de la place dans un rapport Power BI? Eh bien, pas forcément. Je vais vous faire voir une petite démo. Je vous rappelle quelque chose. Ça, je vais l'enregistrer. Je vous rappelle que derrière un fichier Jean-Pierre PBIX ou PBIX, ou chez moi, chez un PBX, hein, comme chaud, eh bien, si on fait un PBIX, eh bien, on sait que derrière se cache quelque chose, une archive. Une archive zip. Si j'ouvre mon archive, je vois bien que mon data model est à 3 mégas 9. Tout à l'heure, on était à 5 parce qu'il y a aussi la compression de l'archive qui fait qu'on va encore gagner de la place. Mais il n'y a pas que ça dedans. Il y a d'autres choses qui vont tourner derrière l'archive. Eh bien, regardez bien. Un truc bête. Bilal, tu me diras si c'est vrai en formation ou pas, si on est autodidacte, parce que c'est une bonne manip. Mais souvent, on se dit, je vais faire un visuel génial. J'ai fait un truc sur un beau, avec un petit logo, un petit poney qui court sur la plage et tout. Et bien, ça, je vais le mettre dans ma petite page. Ce qu'on fait extrêmement traditionnellement, ici, je vais aller chercher une image. J'ai pris une image extrêmement laide, mais qui est un peu lourde. D'accord? Cette image fait environ 4 mégas, 5 mégas. J'importe cette image dans mon rapport.
Je la mets pour l'afficher quand même. Bon, c'est cool, j'ai un petit fond qui sert à rien. C'est surtout pas ce qu'il faut utiliser dans Power BI, c'est pour la démonstration, je précise. N'utilisez pas ce genre d'image, c'est improbable. J'enregistre mon rapport, d'accord? Vous l'aurez compris ici, quand je vais oh boum! Il passe à 8. Il était à 3, il repasse à 8, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi? L'image que vous importez dans votre rapport, elle est stockée au niveau du fichier PBIX. Elle est stockée tellement bien que regardez, si je retourne dans mon archive, ici, que je réouvre mon archive, j'ai quoi ici? J'ai dans mon report, dans mes static resources, ici, j'ai quoi? Eh bien, j'ai mon image qui a été importée. Elle est stockée dans le fichier Power BI. Ça veut dire deux choses. D'une part, vous pouvez récupérer l'image d'un rapport Power BI qui vous plaît en ouvrant l'archive. Voilà, petite astuce au passage. Et deuxième, vos images sont stockées dans l'archive PBIX. Très important. Mais je me suis posé une question. J'adore le petit commentaire de JP, j'aime beaucoup. Je me pose une question très bête. Je me dis, bah, attends, Guillaume, qu'est-ce qui se passe si, vous savez, je prends ma page, elle est super, je la copie, c'est super, j'enregistre mon rapport, tout va bien, il n'a pas bougé d'un iota, je suis toujours à mon 8.417, et puis à un moment, vous dites, ben c'est cool, j'ai fait une page, et puis j'ai mis plein de trucs, je dis, oh merde, j'ai oublié de copier d'avant le... Bon, c'est pas grave, allez, c'est pas grave, je me remets le fond. Ouais, de toute façon, ça va pas se passer, il n'y aura pas d'impact dans Power BI, tout va bien. Grave erreur! Grave erreur! Parce que si j'enregistre et qu'après coup, je réimporte une image, que nini, je passe à 12! Pourquoi je passe à 12, voire même 13? Je reviens dans mon archive, vous l'aurez très certainement compris avant même que je vous fasse la démo ici. Si je reviens dans l'archive, cette zip, qu'est-ce qui se passe? Dans mon report, j'ai quoi? J'ai deux images. Je l'ai fait en deux opérations distinctes. Il m'a importé deux fois la même image qui coûte quasiment 5 MB. Ça, c'est des bonnes astuces. N'oubliez pas tout ça. J'espère que je vous apprends des choses. D'accord? OK. Enfin, on va faire autre chose. Vous savez, ici, il y en a qui me spoil, c'est pas sympa hein, dans le chat, mais c'est pas cool. Eh bien, ici, on va faire des petits trucs. C'est qu'effectivement, quand vous importez des visuels, ça aussi a un impact. Je prends un exemple, et je ne vais pas prendre celui qui a été cité ici, je prends un truc de base, un text filter de chez Microsoft. J'importe des visuels. Puis, vous savez, moi, je vois souvent des rapports, il y a 75 choix de visuels parce qu'ils aiment bien tout tester. Et puis, en fait, on utilise deux. Eh bien, on importe un visuel, bien évidemment. Je vais l'ajouter. Il se met effectivement en dessous ici. Mais attention, il y a une petite astuce. Vous avez vu qu'ici, j'ai un nouveau visuel qui est apparu. J'enregistre mon rapport, nanana, tout va bien. Je retourne ici et boum, il a repris encore un peu de poids. C'est pas possible. Eh bien, bouton droit, afficher, le setzip, on ouvre l'archive, encore une fois, dans le report, on a un nouveau dossier qui s'appelle les custom vis dans lequel je viens stocker le visuel en question. Oui, il y a des visuels qui vont peser plus ou moins lourd que d'autres. Des fois, ça va de 5, 6 mégas, 3 kilos, jusqu'à 10 mégas, voire même beaucoup plus. Donc, importer un custom vis, ce n'est pas un problème en soi. S'il est clairement utilisé, gardez-le. S'il n'est pas utilisé, vous le switchez, bien évidemment. Autre chose, regardez, dans mon custom vis ici, je ne trouve que le text filter. En revanche, j'ai remarqué quelque chose. Ici, moi, j'ai épinglé des custom vis à mon compte. Vous savez comment on fait? Un bouton droit épinglé. Eh bien, ceux qui sont épinglés, extrêmement étonnamment, ne sont pas stockés dans le PBX. Mystère. Je n'ai pas encore trouvé le pourquoi du comment dans ce mystère. Au prochain méthode, je vous donnerai la solution, mais tiens, il y a peut-être un petit truc là-dedans qui est un peu bizarre. Ok? Voilà un peu ce que je voulais voir, ce que j'ai vu leur tourner. Y a-t-il, je regarde un petit peu le chat. Je suis en train, nanana, import d'image, quels sont les visuels les plus light? Alors ça, c'est une bonne question. Il n'y a pas de documentation sur chaque visuel. D'ailleurs, quand vous allez ici sur le marketplace, je ne sais pas comment dire ça, en tout cas la place de marché, comme vous appelez ça avant, j'aimais beaucoup. Ben, sur un visuel, on n'a pas nécessairement cette information de la taille. Ok? Donc, je n'ai pas la réponse pour ça. En revanche, je pense qu'il va falloir les tester presque un par un pour avoir la taille du fichier. Je ne sais pas. J'imagine que quelque part, on doit le trouver, mais je n'ai pas trouvé cette info. Voilà. Dernière question a priori. L'outil d'analyse que vous avez présenté, c'est DAX Studio, bien évidemment. DAX Studio ici, que vous pouvez télécharger de façon open. DAX Studio, outil incontournable quand on fait de la BI, bien évidemment. Et Tabular Editor qui vous permettra d'aller trifouiller votre cube SSAS
Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je regarde un petit peu, je pense que Jean-Pierre et les autres ont pu répondre. Bilal, est-ce que de ton côté, Yes. tu es prêt à nous faire une démonstration qui envoie du lourd sur le sujet formation en autodidacte, pose bonne idée. Bilal, la parole est à toi. Merci Guillaume. Alors, je reprends un petit peu mon support, je m'organise. Est-ce que je pourrais te couper si je suis pas d'accord, Bilal? Je peux? Hey, si t'es pas Allez, d'accord, tu me coupes. je, C'est pas de la allez. Bible et c'est open bar pour tout le monde. Voilà. Il n'y a pas Super. de. Voilà, on sort un petit peu de la technique, partir sur un sujet sur l'épistémologie de Power BI, un peu de la philosophie, quelques petites attaques du genre c'est un outil complexe le Power BI, est-ce que je peux l'apprendre en mode autodidacte, en self-auto-formation, est-ce que je peux le faire chez moi, dans un centre de formation, est-ce que je peux m'appuyer sur les bonnes pratiques de Guillaume, de Jean-Pierre, de Joël Crest. Bon, tout ça, on va le discuter ensemble. Déjà, n'hésitez pas dans le chat de m'envoyer, est-ce que vous êtes d'accord sur le titre bonne ou mauvaise idée d'être en autodidacte? Est-ce que vous êtes d'accord le fait d'être en autodidacte, c'est une mauvaise idée ou bonne idée? Je ne sais pas. N'hésitez pas à mettre ça dans le chat. Et je vais essayer d'aller petit à petit dans l'explication pourquoi est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée le fait de se former en autodidacte sur du Power BI. Alors, à l'apparition de Power BI, un peu d'histoire quand même, c'est très important. Je vais sortir de l'arithmétique, de la logique, des chiffres, pour partir un petit peu dans l'histoire de Power BI. Power BI, dans son apparition, il était un outil de data viz. On sait tous que l'objet de Power BI, c'est vraiment de faire des jeux les visuels, les publier dans Power BI Service en mode production, je les consulte, je les partage avec mes collaborateurs, et c'est comme ça en fait qu'on utilise Power BI. Mais est-ce que Power BI s'arrête là? Est-ce que c'est juste un outil que je peux apprendre dans mon coin? La réponse, oui et non. Oui, Une c'est-à-dire, réponse de consultant, ça, Bilal. voilà. Non, réponse de consultant, mais voilà. Oui ou non, c'est-à-dire l'outil en tant qu'outil DataVis, vous pouvez télécharger des tutoriels sur Internet, vous pouvez aller voir sur des vidéos sur Internet, comment je peux getter des datas, comment je peux modéliser, comment je peux créer des visuels, comment je peux partager. Mais tout ce qui vient d'expliquer Guillaume, est-ce que vous pouvez le faire tout seul dès que vous démarrez sur Power BI? La réponse est non. Voilà. Alors, j'ai préparé quelques slides, je fais des slides light quand même. Mais voilà, la première chose, c'est est-ce que Power BI, dans son architecture aujourd'hui classique, dans le sens où je fais un get data, j'importe des données, je les modélise et après je publie dans Power BI, c'est du classique. Et je pense qu'Elisabeth a posé la question, est-ce que, moi j'ai démarré il y a quelques mois sur cette voie-là de faire du classique dans Power BI, est-ce que c'est une bonne approche ou une mauvaise approche? C'est une bonne approche, il ne faut pas rester bloqué par rapport à l'outil. Voilà, c'est une bonne chose de démarrer. Mais après, il y a des choses qui sont autour de Power BI. Le Power BI, c'est pas juste un outil de data viz. Derrière, le Power BI va être complété comme une plateforme de BI. Moi, je l'appelle comme ça. Après, je sais pas si vous partagez le même avis que moi ou pas. C'est une plateforme de BI. Dedans, vous allez trouver l'arrivée de plusieurs autres ressources au fil de l'eau, comme les data mart, comme les data flow et plein d'autres ressources qui vont compléter cette offre de data viz pour avoir une offre complète. Du coup, à chaque fois, on a des news, il y a une nouvelle mise à jour. Ah, tiens, il y a des data flows. Après, oh, tiens, il y a les data marts. Et à chaque fois, les ressources vont s'accumuler dans cette plateforme. Et si vous commencez en autodidacte, c'est bien, mais vous allez passer à côté de la bonne utilisation et la meilleure utilisation de ces outils-là dans la plateforme Power BI. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là par rapport à la logique en fait de l'initialisation de l'approche autodidacte, fausse bonne idée. Des questions? Non? Guillaume? Apparemment, écoute, j'y réponds, elle me dit, est-ce qu'il y a des bons tutos sur YouTube, etc. Je leur dis, va commencer par les vidéos du clubpowerbi.com, où il y a Voilà. un contenu extrêmement riche depuis maintenant 6 à 7 ans. Maintenant, j'ai même plus compté. D'ailleurs, Jean-Pierre, si tu as une stat sur le nombre de vidéos, je suis preneur. Très bien, très Vas-y, bien. Bilal. Merci. Alors, après, on entend toujours parler que, et c'est voilà, c'est des idées qui tournent depuis l'arrivée de Power BI, c'est une version plus de Excel. Si vous maîtrisez Excel, vous allez être à l'aise sur Power BI. Si vous avez une maîtrise totale des fonctions dans Excel, vous allez être à l'aise sur les fonctions du DAX.
Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée de partir sur ce genre de réflexion entre l'Excel et Power BI? Je ne sais pas, dans le chat. Et ça répond pas. Ils disent que c'est une bonne fausse Ah, postpone idée. idée, je pense pas. Une fois- Bon, c'est pas, c'est une question où bah, c'est en train d'arriver au fur et à mesure. ouais. Moderne Excel. Excel peut aider, mais ça ne fait pas tout. Je suis d'accord avec Vanessa qu'Excel ne peut pas tout faire. Parce qu'on a Oui, parfois des raccourcis excéliens qui ne sont surtout pas appliqués dans Power BI. c'est ça. Mais c'est Bilal, quoi la hein? différence entre Excel et Power BI sur le fond? C'est que Excel, c'est un fonctionnement cellule. Mais Power BI, c'est un fonctionnement plus colonne. Dès qu'on parle de Power BI et avant de charger les données dans Power BI, on parle toujours de Power QI. Et Power QI ne fonctionne pas en cellule, malheureusement. Il fonctionne directement en fonction de la colonne. J'apporte des modifications sur mes colonnes, je split, je combine, je filtre, j'ordonne, et voilà. Comment ça fonctionne. En fait, la différence, c'est vraiment dans la notion de la cellule et la colonne. Le fonctionnement de Power BI est appuyé sur la notion plus ou moins SGBD, dans la notion fonctionnement entre l'Excel et mi-chemin le SQL. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais l'Excel, c'est totalement une approche de restitution de données en cellule. Simple exemple. Si on veut quand même faire une sorte de cumul de données, dans Power BI, à votre avis, on fait comment pour cumuler les données? Vous avez des idées? Copier-coller, non? Non, je sais pas en fait. Je sais pas faire. Est-ce qu'on peut utiliser le remplissage automatique d'Excel dans On peut le Power faire de BI? façon intelligente. On pourrait le faire de façon intelligente sans problème dans Power Query. Mais la question, on va pas se la poser parce que le problème, c'est que si tu risques de poser la question, tu risques d'avoir des petits blancs parce que tant que ça réponde dans le chat. Mais je pense Alors, je que vous réponds. il Je vous faut. réponds. Je me permettre d'interagir, Bilal. Pour moi, on ne pourrait presque pas comparer Excel et Power BI. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cet Voilà. avis-là. Parce que on peut faire un courrier dans Excel, on peut faire un tableur dans Word. On y arrivera toujours. Mais C'est un ça. outil a sa fonctionnalité, je pense. Voilà. C'est juste tout ça, c'est pour argumenter le fait que Power BI, il est fait dans le sens d'une plateforme BI, dans le sens où je vais avoir des ETL, et le fait d'avoir des étapes par étape, par exemple, dans Power BI, pour faire un cumul, je dois en fait fusionner, et après, il faut que j'arrive à faire une sorte de tri au filtrage. Et Bilal, après, ouais, peux me permettre parce qu'il y a une question très intéressante. Une yes. question très intéressante qui nous dit, Fanny nous pose la question, mais ouais, quand utiliser alors, le moderne Excel, mais peu importe, mais comment utiliser Excel et quand utiliser Power BI? Et c'est une question que je me pose souvent. Moi, j'ai Ouais, bien ma réponse, mais j'aimerais bien avoir la tienne, Bilal. voilà. Alors, Excel, aujourd'hui, historiquement, vous pouvez l'utiliser pas pour le stockage. En tout cas, Guillaume, il a expliqué le fait comment j'optimise mon PBX pour la partie stockage. Excel, il n'est pas fait pour stocker des données. Il n'est pas fait pour compresser des données en moteur Vertipack ou autre chose. Il s'appuie pas sur des technologies de compression. Ça, c'est une première chose. Déjà, sur la partie stockage, vous pouvez partir sur Power BI pour stocker à la fois votre donnée et la restituer en mode visuel. La deuxième, c'est que dans Power BI, il y a une autre approche qui dit je ne vais pas juste manipuler des données pour les présenter un tableau croisé dynamique ou pour les analyser sur Excel ou avoir une sorte d'analyse sémantique, mais derrière, je suis dans une approche d'organisation de données, c'est que je vais guetter mes data, je vais les transformer pour un objet d'analyse entreprise ou au personnel, hein. Vous pouvez en fait analyser les chiffres de vos dépenses de domicile. Ça, c'est autre chose. Mais voilà, le plus important, c'est de garder en tête que Excel, c'est pas un outil de data vis, primo, c'est pas un outil de stockage. Power BI, avec toute la plateforme qui est à disposition aujourd'hui, vous pouvez stocker dans des data marts, vous pouvez faire des data flows, vous pouvez faire des visuels dans Power BI, mais le plus important, c'est d'avoir une trace sur ce que vous faites, une chronologie d'ordonnancement dans Power Query qui n'est pas offerte par Excel. Voilà. J'espère répondre à cette question. Oui, oui, je pense que tu as complètement répondu au truc. Moi, ma petite synthèse, c'est Power BI est un outil où on va faire de la data storytelling. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas le faire dans Excel, mais ce n'est pas du tout son métier. On va Ouais, pouvoir partager en sécurité. On va pouvoir automatiser. On va pouvoir faire chanter les chiffres. On va pouvoir faire donner de la couleur à nos data. Excel est un outil formidable qu'on utilise encore nous au quotidien, mais qui est plutôt établi. C'est tableur.
on va faire des calculs, on va faire des gros tableaux, on peut faire des graphiques, c'est pas un souci, mais c'est pas les mêmes outils. On n'est pas là pour faire la même chose. Et on aura aussi des contraintes rapidement, potentiellement en Excel, de performance quand on va faire de la grosse volumétrie. C'est aussi là le gros intérêt entre les deux. Voilà. Et autre chose, c'est pour répondre à la question, est-ce que quand je suis vraiment blindé, auto-formé, maîtrise Excel, est-ce que quand j'arrive sur Power BI, je vais être expert Power BI? La réponse est non. La réponse est non parce que dans chaque univers, on a les bases, les principes à respecter pour rentrer dans la technologie. Power BI s'appuie sur l'analyse Excel, entre autres. Vous pouvez analyser le contenu de Power BI dans Excel, mais jamais en fait une version revisitée d'Excel dans Power BI offert par la Power Platform. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est pour expliquer un petit peu, en fait, si je mets cette rubrique, c'est pour vous guider un petit peu sur le raisonnement que quand je suis expert Excel et je suis aussi expert Power BI, c'est pas vraiment une bonne idée quand vous commencez en autodidacte l'approche formation Power BI. Voilà. Alors, un autre sujet, c'est, je ne sais pas s'il y a des questions, Guillaume, dans le Non, a chat. priori, j'essaie d'y répondre un peu au fur et à mesure, mais a priori, OK. non. Alors, apprendre le DAX. Toujours, je ne sais pas si vous êtes débutant, si vous êtes expert, si vous êtes formateur, si vous êtes un membre du club Power BI, vous avez toujours des questions autour de DAX dans votre entourage. Les gens vous posent la question, moi le DAX, j'ai des soucis avec le DAX, les fonctions imbriquées, les contextes et tout ça, c'est pas mon truc. Mais quand même, je me dis, ah, tiens, je vais commencer en autodidacte le Power BI. Mais attention, il y a des limites dans le Power BI avec les fonctions express, avec ce qu'on appelle les fonctions. Les fonctions, je sais pas, aide-moi Guillaume, trouve-moi le mot Des technique. fonctions itératives, par exemple, qui sont en Ouais, les DAX, fonctions les itératives, fonctions cumulatives temporelles, la time intelligence, les voilà, des données choses comme ça. virtuelles, tout ça. Ouais, il y en a plein. Voilà. Voilà, il y en a plein de fonctions DAX qui sont très avancées. Et est-ce que le fait de partir sur un format autodidacte, à un moment donné, vous allez vous trouver coincé, pas je dis coincé, vous allez trouver des solutions sur Internet, vous allez trouver des documentations, mais l'avis d'un expert comme Guillaume, comme Jean-Pierre, comme Joël Crest, en toute modestie comme moi, ça va vous aider à sortir de votre bulle d'autodidacte et partir sur d'autres horizons pour apprendre le DAX. Alors, l'approche, quel est mon conseil? En tout cas, c'est un conseil très simple. Il ne faut pas avoir peur du DAX. Il faut partir sur le DAX, mais dans un format intelligent, c'est-à-dire poser des questions aux experts, poser dans les chats, euh, essayer de partir sur les forums de Microsoft, du programme manager de Power BI, pour aller chercher. Et vous avez le guide.dax aussi, qui est une super bibliothèque pour aller approfondir vos connaissances dans le DAX. C'est très important. Alors, le contexte aussi, c'est important. Quand vous êtes en autodidacte et avec ma petite expérience, je sens que les gens parfois confondent tout ce qui est les notions de filtre de contexte, les query contexte et les raw contexte. C'est très important d'avoir l'avis d'un expert sur comment on peut implémenter ça dans une syntaxe DAX dans les fonctions. C'est important parce que quand vous êtes en autodidacte, vous allez passer rapidement et d'une manière très rapide sur ces notions théoriques, mais qui sont en vraie pratique dans votre implémentation dans le DAX dans le Power BI. Bilal, je peux me permettre d'interagir une seconde? Ouais, bien sûr. Moi, j'aime bien faire un parallèle quand on fait des formations, qu'on organise des formations. J'aime bien faire un parallèle avec la voiture. Tout le monde sait conduire une voiture. Ouais. Tout le monde n'est pas pilote de Formule 1 et tout le monde n'est pas pilote de rallye. Ça dépend ce qu'on veut Ouais. faire aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est juste pour faire la liste de courses sur Excel, vous ne prenez pas trop la tête. Si demain, vous êtes amené à partager, sécuriser, faut que ça soit scalable, etc., il est quand même plutôt conseillé de passer le permis, d'accord, pour le faire. Et si vraiment vous voulez aller un peu plus loin, bah, allez chercher un stage de pilotage. Parce qu'on est tous conducteurs, mais on ne sait pas tous piloter. Ouais. Voilà. C'est important, je te rejoins là-dessus. Voilà. Mais voilà, pour résumer, c'est vraiment, il n'y a pas de bonne façon de commencer l'autodidacte sur Power BI et de se former en présentiel dans des centres de formation. Mais le plus important, c'est vraiment
de partir sur en présentiel avec un expert. C'est important pour qu'il vous donne vos repères. Si vous êtes un beginner sur la technologie, c'est important de cadrer un petit peu vos attentes sur Power BI. Peut-être vous êtes un contrôleur de gestion qui n'a pas besoin de notions dans Datamart, Dataflow. Il ne va pas gérer la data organization de votre Power BI. Vous allez juste travailler sur des datasets certifiés. Et là, vous avez juste besoin d'une petite formation sur comment je crée des visuels, comment je guette la data de mes data certifiés. Voilà, et ça s'arrête là. C'est un objectif, hein. On ne dit pas le contraire. Mais peut-être il y a d'autres objectifs qui sortent du cadre original de l'utilisation de Power BI, là où je suis vraiment un expert de la data et je cherche à travailler avec des endpoints XML, par exemple. Comment je migre des analyses services vers Power BI, des sujets comme ça, là où vraiment vous avez vraiment besoin d'un avis d'expert ou d'une formation qui vous guide là-dessus. Alors, le sujet est un petit peu caché, comme ce qu'il a présenté Guillaume aujourd'hui, ou comme les autres sujets de comment je migre un Cube Analysis Services vers Power BI ou des sujets comme ça, c'est learning by doing. C'est vraiment en pratiquant que vous allez découvrir comment ça marche, en posant bien sûr des questions aux experts ou de chercher sur Internet ou de poser des questions sur des forums et vous allez avoir vraiment des réponses. En tout cas, pour résumer, il n'y a pas. Est-ce que l'autodidacte, c'est pas une mauvaise ou une bonne approche? C'est vraiment à votre goût, mais démarrer avec des repères en fait de base qui sont solides pour après ne pas passer à côté des bonnes pratiques et des best practices dans la vraie vie. Voilà. Bravo pour cette synthèse, c'est très bien. Un petit point, distanciel, présentiel, c'est pas un vrai sujet selon moi. On peut faire d'excellentes formations en distanciel, de très mauvaises en présentiel. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Le Covid nous a appris des choses et je pense qu'il faut en tenir aussi un potentiel bénéfice de ce truc-là. En tout cas, bravo. Il y a eu beaucoup de questions sur ouais, où est-ce que je peux trouver la meilleure formation. On n'est passé pas le cadre du club aujourd'hui. Il y a des formations qui sont gratuites chez Microsoft, il y en a d'autres qui sont par des organismes, etc. C'est vraiment pas le lieu Ouais. ni l'endroit de faire du commerce. Si vous voulez Non. retrouver, il y a plein de choses sur le net. Vous cherchez des experts, des MVP, de ce que vous voulez, des organisations, il y en a beaucoup. C'est aussi une question de feeling. Donc on n'y répondra pas aujourd'hui sur ce chat-là. Donc, ce n'est pas l'objectif du club, hein. Je vous rappelle que le club est un espace communautaire. D'ailleurs, il y a un forum aussi pour se former sur le club Power BI qui est en français et on vous demande juste deux choses. Un, de faire un chèque à Jean-Pierre Reil tous les mois. Non, je rigole. Un, de dire simplement bonjour, merci et au revoir. C'est la première chose qu'on vous demande de faire. Et deux, c'est de ne pas être impatient. On le fait sur notre temps personnel, on le fait sur les horaires du soir, parfois la nuit ou le week-end. Donc les réponses, elles ne sont pas instantanées. Donc deux choses, merci, bonjour, au revoir et un peu de patience. Et déjà avec tout ce qu'il y a sur le web, les forums, ce que vous a raconté Bilal, le contenu du club et autre chose, je pense que vous avez un sacré bagage aujourd'hui pour vous former. Voilà. Bilal, est-ce que pour toi tout est dit? C'est bon? C'est bon Je pour vais donc moi. Je arrêter passe à des l'enregistrement et questions. pour répondre à la Voilà. question, oui, c'est bien enregistré, bien évidemment. Je vais donc arrêter l'enregistrement.